Prépare-toi à entendre une histoire que les anciens chuchotent encore dans les ruelles de Dakar, une histoire qui rappelle que le destin peut être à la fois un cadeau et une malédiction. C'est l'histoire des 3 frères de Médina. Il y a longtemps, dans le quartier bouillonnant de Médina, 3 garçons couraient entre les ruelles animées, jouant pieds nus sous le soleil généreux de Dakar. Leurs noms étaient Ousmane, Cheikh et Lamine. Ils n'étaient pas de simples amis, non, ils étaient des frères de cœur. Inséparables, toujours ensemble, toujours soudés, partageant le peu qu'ils avaient, que ce soit un morceau de pain ou un fou rire. Leur complicité était la chose la plus pure et la plus solide du quartier. Si l'un tombait, les 2 autres étaient là pour le relever. Ils se promettaient de rester unis pour toujours, de s'entraider, de gravir ensemble les échelons de la vie. Leur lien semblait indestructible. Mais la vie, avec ses courants imprévisibles, a commencé à les séparer doucement. Les années ont passé, transformant les garçons en hommes. Ousmane, l'aîné de cœur, a toujours eu le sens des affaires. Avec une détermination sans faille, il a monté une petite entreprise de transport. Ces vieux bus, qu'il entretenait lui-même, sont devenus une flotte respectée qui sillonnait les routes du pays. Cheikh, lui, avait le don du commerce. Il a ouvert une petite boutique qui, grâce à son flair et à son travail acharné, est rapidement devenu un commerce prospère, l'un des plus connus de Médina. Tous les 2 ont réussi. Ils ont construit de belles maisons, des demeures qui tranchaient avec les habitations modestes de leur enfance. Ils ont épousé des femmes qui les soutenaient, ont eu des enfants qui les admiraient. Ousmane et Cheikh sont devenus la fierté du quartier, des exemples de réussite, la preuve vivante que l'on pouvait s'élever par la force de son travail. Quand ils passaient dans les rues, les gens les saluaient avec respect, les anciens hochaient la tête en signe d'approbation. Leur nom était sur toutes les lèvres, synonyme de succès et de respectabilité. Mais pour Lamine, le 3e frère de cœur, l'histoire a été bien différente. Le chemin de la réussite lui est resté fermé. Il a pourtant tout essayé. Il a travaillé jour et nuit, enchaînant les petits boulots avec l'énergie du désespoir. Il a été apprenti mécanicien, les mains pleines de cambouis du matin au soir. Il a été vendeur ambulant, marchant des kilomètres sous un soleil de plomb pour vendre quelques marchandises. Il a été chauffeur à la journée, attendant des heures pour une course qui paierait à peine le repas du soir. Rien ne marchait. Chaque effort semblait vain, chaque espoir était suivi d'une nouvelle déception. Il voyait ses amis prospérer de loin, et un fossé invisible mais immense se creusait entre eux. Quand il rentrait chez lui, épuisé, le silence de sa modeste demeure était pesant. Le regard de sa famille était lourd de reproches silencieux. Sa femme, surtout, ne retenait jamais ses mots. Elle le comparait sans cesse à ses amis d'enfance. Chaque soir, c'était la même rengaine, les mêmes paroles qui le transperçaient. « Regarde Ousmane », disait-elle d'une voix acerbe. « Regarde Cheikh. Tu vois comment ils vivent ? Leurs femmes portent de beaux habits, leurs enfants vont dans les meilleures écoles. Et toi ? Tu n'as rien. Toujours au même poids. À quoi bon te fatiguer si c'est pour revenir les mains vides ? Tu es une honte pour moi, une honte pour tes enfants. » Chaque comparaison était un coup de couteau dans son cœur déjà meurtri. Chaque mot était un poison qui s'infiltrait dans ses veines. La nuit, le silence de sa chambre devenait une prison. Il fixait le plafond, les yeux grands ouverts, et les paroles de sa femme tournaient en boucle dans sa tête, se mêlant aux souvenirs des rires insouciants de son enfance avec Ousmane et Cheikh. L'amitié d'autrefois semblait maintenant une moquerie cruelle. Il se sentait seul, abandonné, et surtout, humilié. La honte était devenue sa compagne de tous les instants, une ombre qui le suivait partout. Un soir, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur Dakar, la dispute a été plus violente que jamais. Les insultes fusaient, plus cruelles, plus blessantes. Poussé à bout, Lamine a claqué la porte et est sorti dans la nuit. La pluie frappait les toits en tôle dans un vacarme assourdissant, les ruelles étaient presque vides, balayées par le vent et l'eau. Il marchait sans but, trempé jusqu'aux os, mais la froideur de la pluie ne parvenait pas à éteindre le feu qui brûlait en lui. Les insultes de sa femme résonnaient encore dans sa tête, « Tu n'es rien. À rater. » C'est alors, poussé par la honte, le désespoir et une colère sourde, qu'il a pris une décision. Il s'est souvenu des murmures du quartier, des histoires qu'on raconte à voix basse sur un homme aux pouvoirs extraordinaires. Il s'est dirigé vers la maison d'un marabout très puissant, un homme connu à travers tout Dakar pour sa capacité à changer le destin. On disait de lui qu'il pouvait faire pleuvoir la richesse sur les pauvres et infliger la misère aux puissants. Lamine est arrivé devant une porte discrète. Il a frappé. La porte s'est ouverte sur un homme âgé, au regard perçant. Le marabout l'a fait entrer dans une pièce faiblement éclairée, où flottait une odeur d'encens et d'herbes séchées. Il a regardé Lamine longuement, en silence, comme s'il lisait au plus profond de son âme, comme s'il voyait toutes ses peines, ses frustrations et sa rage contenue. Puis, d'une voix lente, grave, presque hypnotique, le marabout a parlé. « Je vois ta souffrance, fils. Je vois ton désir.
Je peux t'ouvrir les portes de la réussite que tu convoites tant. Je peux faire de toi un homme riche et respecté. Les yeux de Lamine se sont illuminés d'un espoir fou. Enfin, une porte de sortie. Mais le marabout a ajouté, et chaque mot semblait peser une tonne, mais sache que tout cadeau a un prix. Un prix très lourd. Et c'est un prix que tu ne pourras pas négocier. Une fois le pacte scellé, il n'y a pas de retour en arrière. Lamine a hésité. Une petite voix au fond de lui criait de fuir, de rentrer chez lui, de se contenter de sa vie. Mais la colère, la frustration accumulée depuis des années, et l'humiliation encore fraîche de la dispute ont pris le dessus. L'image de ses amis prospères, le mépris dans le regard de sa femme, tout cela a balayé ses doutes. Il voulait la réussite. Il la voulait à n'importe quel prix. Avec une voix tremblante mais déterminée, il a dit « J'accepte ». Le marabout a hoché la tête lentement, un sourire énigmatique sur les lèvres. Et ce soir-là, dans le secret de cette petite pièce, sous le bruit de la pluie qui battait son plein, Lamine a scellé son destin. Il l'a enchaîné à quelque chose de sombre, de puissant, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Il venait de payer le prix de sa future richesse, sans savoir que ce prix serait bien plus terrible que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La première pierre de la tragédie des trois frères de Médina venait d'être posée. Un mois plus tard, une rumeur incroyable se répand dans tout Dakar. Le nom sur toutes les lèvres est celui de Lamine. C'était l'homme qui, il y a quelques semaines à peine, ne possédait rien, celui qui regardait ses amis réussir avec un mélange d'envie et de désespoir. Mais aujourd'hui, le miracle a eu lieu. Lamine est devenu plus riche que ses deux amis réunis. Sa fortune est apparue si soudainement, si massivement, qu'elle défie toute logique. L'argent, pour Lamine, ne se gagne plus, il tombe du ciel, comme une pluie tropicale, abondante et incessante. Il s'est acheté une somptueuse villa à Ngor, une maison immense, baignée de lumière, avec une vue imprenable sur l'océan. Devant son portail majestueux, 3 voitures flambant neuves, des modèles de luxe allemands, brillent sous le soleil sénégalais. Son téléphone est devenu une source inépuisable d'opportunités. Il sonne sans arrêt. Des hommes d'affaires influents, des investisseurs étrangers, des politiciens, tout le monde veut une part de la magie de Lamine. Les contrats se signent d'eux-mêmes, les propositions les plus folles se concrétisent. Il semble qu'il ne puisse plus faire un mauvais pas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Ce changement spectaculaire a eu un effet immédiat sur son entourage. Sa femme, qui était devenue distante et amère, s'est métamorphosée. Elle est maintenant douce, incroyablement attentionnée, presque dévouée. Elle lui prépare ses plats préférés, lui parle avec une admiration qu'il n'avait jamais connue, le regarde comme s'il était un roi. Sa propre famille, qui le considérait autrefois comme un échec, le couvre d'éloges. Ses oncles, ses tantes, ses cousins, tous parlent de lui avec une fierté palpable. Dans son quartier, il est devenu une légende vivante. Les anciens le montrent en exemple aux plus jeunes, regardez Lamine. Voilà un homme qui est parti de rien et qui a réussi. C'est un modèle pour nous tous. La gloire, la richesse, le respect. Lamine a tout ce dont il a toujours rêvé. Il se sent invincible, au sommet du monde. Mais la nuit, quand les lumières de la ville s'éteignent et que le silence s'installe dans sa grande villa, tout est différent. La journée, il est le roi de Dakar. La nuit, il est prisonnier de sa propre maison. Le sommeil le fuit. Dès qu'il ferme les yeux, une angoisse sourde l'envahit. Il passe des heures à fixer le plafond, l'esprit en alerte, incapable de trouver le repos. C'est dans cette obscurité oppressante que les choses étranges ont commencé. D'abord, des chuchotements. Des murmures indistincts qui semblent venir des coins sombres de sa chambre. Ils sont si faibles qu'il se demande s'il ne les imagine pas. Puis, il y a eu les bruits de pas. Des pas légers, feutrés, qui semblent s'approcher de son lit avant de s'arrêter brusquement, puis de s'éloigner et de disparaître dans le néant. Chaque fois, il allume la lumière en sursaut, le cœur battant. Et chaque fois, il n'y a rien. Absolument rien. La chambre est vide, silencieuse. Il essaie de se raisonner. C'est la fatigue, se dit-il. Le stress de cette nouvelle vie, la pression de gérer autant d'argent. Son esprit lui joue des tours, c'est tout. Il doit juste se reposer. Mais le repos ne vient jamais. Et les phénomènes s'intensifient. Un soir, alors qu'il est allongé dans son lit, les yeux mi-clos, il la voit. Au fond de la chambre, près de la fenêtre, une silhouette noire, grande et mince, se tient immobile. Elle n'a pas de visage, pas de forme distincte, juste une masse d'ombre plus sombre que l'obscurité environnante. Pris de panique, il cligne des yeux, une seule fois. Et la silhouette a disparu. Comme si elle n'avait jamais été là. La peur glaciale qui l'envahit est bien réelle, elle. Il se lève, vérifie chaque recoin de la pièce, mais ne trouve aucune explication. C'était une hallucination, conclut-il, une simple hallucination due au manque de sommeil. Mais ce n'était que le début. Les semaines suivantes, la fissure dans sa vie parfaite a commencé à s'élargir. Son argent, cette fortune qui semblait infinie, a commencé à disparaître. Pas petit à petit, mais par sommes énormes. Des centaines de millions de francs CFA s'évaporent de ses comptes bancaires sans aucune trace, sans aucune explication logique. Ses banquiers sont perplexes, ils parlent de bugs informatiques, d'erreurs complexes, mais personne ne peut lui dire où est passé son argent.
Les contrats en or qui tombaient du ciel s'écroulent les uns après les autres, sans raison apparente. Des partenaires se retirent à la dernière minute, des projets prometteurs sont annulés, des investissements s'effondrent. C'est comme si sa chance légendaire l'avait soudainement abandonné. Et puis, il y a eu les voitures. Un matin, ces 3 voitures de luxe, garées devant la villa, sont tombées en panne. Toutes les 3, simultanément. Les mécaniciens n'y comprennent rien. Problèmes électroniques complexes, disent-ils, une coïncidence absolument invraisemblable. Lamine, lui, sent que ce n'est pas une coïncidence. Il sent une force malveillante à l'œuvre, une force qui s'acharne à détruire tout ce qu'il a construit. La pluie de billets s'est arrêtée, et maintenant, c'est sa fortune qui s'évapore comme une flaque d'eau au soleil. Et puis, la nuit de la révélation est arrivée. Une nuit plus sombre et plus silencieuse que les autres. Lamine est dans sa chambre, incapable de dormir comme d'habitude. Soudain, l'air devient glacial. Un froid surnaturel, pénétrant, qui n'a rien à voir avec la climatisation. Sa respiration forme des nuages de buée devant son visage. La peur le paralyse. Et là, devant lui, au pied de son lit, l'obscurité commence à s'épaissir, à se tordre, à prendre forme. Une ombre se matérialise lentement, devenant de plus en plus dense, de plus en plus nette. Le visage émacié, les yeux brillants d'une lueur inquiétante, les vêtements sombres. Lamine le reconnaît instantanément. C'est le marabout. Le même homme qu'il a consulté dans le désespoir, celui qui lui a promis la richesse. Mais son visage n'a plus rien de rassurant. Il est empreint d'une autorité froide et implacable. La voix du marabout résonne dans le silence glacial de la chambre, une voix qui semble venir de très loin. « Lamine » dit-il, son nom prononcé comme une sentence. « Ce que je t'ai donné, je viens le reprendre. » À cet instant précis, une terreur pure et absolue s'empare de Lamine. Il tremble de tous ses membres, incapable de bouger, incapable de crier. Tout devient clair, d'une clarté terrifiante. Les chuchotements, la silhouette, l'argent qui disparaît, tout s'explique. Il comprend maintenant. Il n'a pas acheté de la chance. Il n'a pas payé pour un service. Il a signé un pacte. Un accord avec une force qu'il ne comprend pas, une force qui lui a prêté une fortune en échange de quelque chose d'autre. Et le délai de grâce est terminé. Le contrat qu'il pensait avoir signé venait, en réalité, d'être activé. La dette devait être payée. Et le marabout était venu la réclamer. À partir de ce jour-là, la vie de Lamine, c'est une descente aux enfers. C'est comme si un fil invisible qui tenait tout en place venait de se rompre. Ces entreprises, qui semblaient si solides, commencent à s'effondrer les unes après les autres. Des contrats annulés, des investisseurs qui se retirent, des dettes qui s'accumulent. Tout ce qu'il a construit avec cette aide surnaturelle se désagrège comme un château de sable face à la marée. Mais ce n'est pas que financier. Sa santé commence à le lâcher, violemment. Des migraines terribles qui lui martèlent le crâne, des insomnies qui le laissent épuisé au petit matin, des vertiges qui le prennent en pleine rue, le forçant à s'agripper à un mur. Il maigrit à vue d'œil, perd sa force, sa vitalité. Ses yeux, autrefois brillants d'ambition, se creusent, deviennent des ombres dans un visage décharné. Il est l'ombre de l'homme qu'il était. Et le pire, ce n'est même pas la perte de sa richesse ou de sa santé. Le pire, c'est le regard des autres. Le poison de l'humiliation. Ceux qui, hier encore, l'admiraient, le flattaient, cherchaient sa compagnie, aujourd'hui, ils lui tournent le dos. Le silence est plus assourdissant que n'importe quelle insulte. Sa femme, qui profitait de son succès, recommence à le critiquer, à lui reprocher sa chute, comme si elle avait oublié qu'elle avait elle-même poussé pour cette réussite à tout prix. Sa famille, qui l'avait couverte de cadeaux, l'évite maintenant, gênée par son échec. Dans le quartier, les gens murmurent sur son passage, les ragots vont bon train. Tu as vu Lamine ? On dirait un fantôme. On dit qu'il a perdu tout son argent. Chaque chuchotement est comme un coup de poignard dans son orgueil blessé. Pendant ce temps, la vie continue pour les autres. Ousmane et Cheikh, ses amis d'enfance, ceux qu'il méprisait pour leur petite vie, continuent leur chemin. Honnêtes, stables. Ils n'ont pas de voiture de luxe ni de villas immenses, mais ils ont la paix. Ils ont des familles unies, ils dorment la nuit. Ils voient la déchéance de Lamine, malgré tout, leur cœur d'amis s'inquiète. Ils essaient de l'approcher, de lui offrir leur aide, un repas, une oreille attentive. Mais Lamine refuse. Il est rongé par la honte. Comment avouer qu'il les a enviés ? Comment admettre que sa fortune était basée sur un pacte sordide ? Il s'isole, s'enferme dans sa propre prison de regrets. Un soir, au bout du rouleau, affaibli, la raison vacillante, il n'y tient plus. Il prend sa voiture et retourne dans cette maison sombre où tout a commencé. Il retourne chez le marabout. Cette fois, pas pour demander la richesse, mais pour implorer sa pitié. Il frappe à la porte, le visage défait, prêt à tout pour que ce cauchemar s'arrête. Le marabout l'accueille sans surprise, comme s'il l'attendait. Il le fait asseoir et le regarde avec un calme glaçant, un calme qui vous transperce l'âme. Lamine bégaie, supplie, explique sa détresse. Et le marabout, après un long silence, lui dit simplement «
Quand tu es venu me voir la première fois, Lamine, ton cœur était rempli d'envie, de colère et de jalousie envers tes amis. Tu voulais leur succès sans leur travail. Tu voulais leur paix sans leur patience. Je ne t'ai rien donné que tu ne portais pas déjà en toi. Je t'ai offert ce que tu voulais, mais tu n'avais pas l'âme assez forte pour le supporter. Et là, Lamine comprend. Ce n'était pas une bénédiction. Ce n'était pas un don magique. C'était un miroir. Un miroir grossissant de son propre désespoir, de sa propre noirceur intérieure. La richesse rapide était le reflet de son impatience. Le respect des autres était le reflet de son manque de confiance en lui. Et sa chute spectaculaire était le reflet du vide sur lequel tout cela était bâti. Le pacte n'avait fait qu'accélérer un processus d'autodestruction déjà enclenché dans son cœur. Il rentre chez lui cette nuit-là, brisé, mais pour la première fois depuis des mois, lucide. Il a tout perdu. L'argent, le respect, la santé. Mais il a gagné une chose, la vérité. Il sait qu'il va devoir recommencer sa vie à zéro. Sans magie, sans raccourci, et surtout, sans pacte. Mais cette fois, il le fera différemment. Avec un cœur plus humble. Un cœur qui a appris à la dure que la vraie richesse ne se trouve pas dans les poches, mais dans la paix de l'esprit. Cette histoire nous laisse avec des leçons profondes. La première, c'est que la réussite forcée, celle qu'on arrache au destin, n'amène jamais la paix intérieure. Deuxièmement, ce que tu obtiens sans effort, tu le perds sans aucun contrôle. C'est une loi universelle. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, ne compare jamais, jamais ta vie à celle des autres. Chacun suit son propre chemin, son propre destin, avec ses propres épreuves et ses propres récompenses. Vouloir le chemin d'un autre, c'est se perdre soi-même. Quatrièmement, les raccourcis sont souvent les chemins les plus longs et les plus dangereux. Ils nous font miroiter un gain de temps, mais nous font perdre notre âme en cours de route. Et enfin, cette histoire est aussi celle de Dakar, et de toutes les grandes villes du monde. Une ville qui peut faire de toi un roi en un jour, ou t'apprendre l'humilité de la manière la plus brutale. La direction que tu prends, le choix final, ne dépend que d'une seule chose, ce que tu as dans le cœur. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous, de votre cœur, et de votre chemin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer.